Chers amis, bonsoir. La première fois que nous avons reçu Jean-Robert Raviot, c'était pour un ouvrage qui s'interrogeait sur la nouvelle guerre froide. Nous l'avons ensuite reçu pour d'autres réflexions sur la Russie, notamment sur la constitution du pouvoir en Russie. Et il revient, il a accepté très gentiment de revenir parmi nous pour nous présenter le livre qui vient de sortir et qui s'appelle « Le logiciel impérial russe ». Merci d'être avec nous. Vous avez la parole, cher Jean-Robert. Merci Bertrand, merci de votre accueil. Moi, je suis toujours ravi de venir le mercredi soir chez vous. Donc, je suis très reconnaissant de cette invitation. Le logiciel impérial russe, donc j'ai prévu, donc j'ai 3/4 d'heure, c'est ça. Donc, j'ai prévu de parler du logiciel impérial russe, c'est-à-dire de vous dire un peu ce qui est dans le livre. En tout cas, pas en détail, parce qu'il y a 24 chapitres, 25, je ne sais plus, et je ne vais pas les énumérer un par un, mais disons de vous donner la substantifique moelle du livre. Puis ensuite, j'essaierai de m'interroger sur deux questions qui sont pourquoi ce logiciel impérial russe n'est pas bien compris en Occident, quelles sont les raisons de cette incompréhension, dialogue de sourds, incompréhension culturelle, distance culturelle, reliquat de guerre religieuse, persistance d'incompréhension idéologique, etc. Tout ça, c'est des points d'interrogation. Et puis, donc, ce qui m'amènera à faire ensuite un retour sur la conflictualité entre la Russie et l'Occident, qui est une conflictualité ancienne. Bertrand l'a dit, j'ai écrit, enfin, plus exactement dirigé un petit livre sur la nouvelle guerre froide, qui est une continuation de l'ancienne, si on peut dire. Mais cette même guerre froide est aussi dans la continuité d'une conflictualité plus ancienne, etc. Donc, la guerre en Ukraine, actuellement, se situe dans son continuum. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les continuités. Alors, je vois que l'histoire russe est remplie de continuités. C'est un peu le pari de ce livre, c'est de montrer les continuités historiques à travers l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Empire de Russie, puis ensuite l'URSS, puis la Fédération de Russie, qui est l'État successeur de l'URSS. Donc, j'insiste beaucoup sur les continuités à travers l'État. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse essentiellement, le point focal de ce livre et de mes recherches, c'est vraiment l'État russe et la manière dont cet État s'est constitué, s'est développé et continue son cheminement, sa route au XXIe siècle. Donc l'État est au centre d'une entreprise politique qui commence pour moi vers 1480 avec la déclaration, ce que j'appellerais la déclaration d'indépendance de la Russie, plus exactement de la grande principauté de Moscou, sous le règne d'Ivan III, qui s'émancipe des reliquats de l'Empire mongol, les derniers Khanats, émirats, qui subsistaient. Et donc cette dynamique politique et géopolitique autour de Moscou commence à la fin du XVe siècle, et commence ce que j'appelle, par un néologisme, j'espère, amusant et heureux, j'espère que ça ne fera pas trop jargon, parce que j'aime pas beaucoup le jargon, mais bon, que j'appelle le moscopolitisme, c'est-à-dire la dynamique autour de Moscou comme centre politique. Des terres russes d'abord, donc c'est le rassemblement des terres russes qui avaient été dispersées par le joug tataro-mongol, et donc parmi ces terres russes, les principautés adjacentes de Novgorod, du nord de la Russie, etc. Et puis, très rapidement, quelques années après, en 1552, commence une entreprise de constitution d'un empire multiethnique avec la conquête de l'émirat de Kazan, qui est une ville située à 700 km à l'est de Moscou, qui est la capitale d'un État qui n'est ni chrétien ni slave, qui est un État musulman tatar, on va dire turco-mongol pour être simple, et commence donc cette grande aventure du moscopolitisme et de l'Empire de Russie, pour moi, qui va aboutir à 4 siècles, 3 siècles et demi d'expansion territoriale continue, vers l'Est, vers la Sibérie, puis ensuite vers l'Ouest, vers l'Europe, puis vers le Sud. En 2 temps, le Caucase, début 19e, et l'Asie centrale par la suite.
Alors je peux revenir, je n'ai pas du tout l'intention de faire un cours d'histoire, même si on pourra revenir dans les questions, et si certains le veulent, je peux développer davantage sur certains aspects qui vous intéressent, mais l'important c'est de retenir que cette dynamique politique de constitution de l'Empire de Russie, elle participe d'une approche résolument géopolitique de l'histoire. Donc certains objecteront à raison d'ailleurs que l'histoire de la Russie ne commence pas en 1480, avec, au moment où le grand prince Ivan III déchire en fait le document par lequel la grande principauté s'était engagée à se soumettre et à payer un tribut à l'Empire mongol. Donc c'est une espèce comme ça de geste qui est représenté par la peinture. On ne sait même pas exactement si ce geste s'est vraiment produit, mais en fait, il a été représenté dans l'histoire au XIXe siècle. C'est devenu donc un événement, un moment très important dans l'histoire de l'Empire de Russie. Cet empire qui commence en fait auparavant, si vous écoutez pas mal d'historiens, si vous écoutez le président russe aussi, vous entendez la thèse dominante qui est celle d'une continuité entre la Rousse de Kiev, donc ce royaume médiéval plus ancien, qui débute dans les années 900, 950 et qui va s'étioler progressivement et disparaître, disons, complètement au XIIIe siècle, enfin au début du XIIIe siècle. Donc cette thèse d'une continuité, d'une naissance de la Russie médiévale et chrétienne à Kiev, et puis une renaissance à Moscou. Alors, moi je ne suis pas suffisamment historien pour avoir un avis éclairé et compétent sur la question de savoir s'il y a vraiment une continuité entre les deux États. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une continuité dynastique, et puis il y a une continuité d'un certain nombre de formes religieuses et d'un certain nombre de formes politiques. Par exemple, Ivan III, dont je parlais, fondateur pour moi de cet empire de Russie moderne, est issu de la même dynastie que Vladimir le Grand, mais est-ce qu'une dynastie suffit à faire une continuité historique? Question qui, en ces lieux, je pense, résonne d'une manière un peu particulière. Et d'autre part, il y a quand même 3 ou 4 siècles de rupture, et de rupture étatique. Donc il n'y a pas de continuité d'État, il n'y a pas de continuité de cet État, et puis surtout, amorcellement politique et géopolitique de cet espace de la Russie actuelle, enfin de l'Europe, la Russie européenne autour de Moscou, entre Moscou et Kiev. Tout cet espace est donc sous le joug tataron-mongol. Donc, pour moi, ce qui se constitue au XVe, XVIe siècle, c'est un empire nouveau, l'empire de Russie qui va se placer sous la bannière de Byzance. Ivan III va épouser en je ne sais plus combien je crois que c'est 3e noces, une princesse byzantine qui va amener à Moscou l'aigle à 2 têtes, qui va amener toute une série aussi d'artistes, d'architectes et de civilisations européennes, je dirais, que le nouvel État, ce nouvel empire de Russie va capter peu à peu et va se constituer. Comme alors, la première, j'avais noté, je dirais 5 petites formules qui jalonnent l'ouvrage et qui sont à mon avis importantes et qui reviennent. Alors la première, c'est la Russie est à la fois un empire archaïque et un État moderne. Alors un empire archaïque, pourquoi? Parce que c'est un empire qui se constitue comme les empires au sens. Alors, le mot d'archaïque n'a absolument rien de péjoratif dans ma bouche. C'est tout simplement un empire de forme ancienne, comme les empires assyriens, et surtout, on pense bien sûr à l'empire romain. Bon. Alors, qu'est-ce qui caractérise un empire archaïque? Eh bien, c'est une forme de domination politique sur des territoires qui sont... comment dire, qui s'agrègent, que l'on agrège, que l'on conquiert, ou qui s'agrègent autour par continuité territoriale. Alors, l'empire archaïque peut être distinct d'un empire moderne occidental qui est constitué par la conquête ultramarine de nouveaux territoires, la colonisation de l'Afrique, de l'Amérique, etc. Bon. Donc, il y a effectivement, au XIXe siècle, la Russie est un empire archaïque au sens propre. La Grande-Bretagne est un empire moderne tout à fait exemplaire. Donc, ils sont effectivement deux formes politiques qu'on nomme empire, mais qui en fait désignent des réalités géopolitiques très différentes.
Mais en même temps que c'est un empire archaïque qui se constitue entre le XVIe et le XIXe siècle, c'est aussi un État moderne. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. On va le revoir. Je pense que c'est un des points essentiels de la difficile compréhension entre la Russie et l'Occident. C'est que c'est cette conjugaison russe de l'archaïsme et de la modernité politique qui semble contradictoire à un esprit occidental, mais qui est la marque de fabrique, je dirais, de l'histoire russe, de l'histoire de cet État russe, cet État moderne qui se veut européen, qui emprunte beaucoup aux formes occidentales. Bon, d'abord, c'est un État chrétien, puis ensuite, c'est un État qui va chercher, au cours de son histoire, à se réformer, à se moderniser en imitant et en important le modèle européen. Alors, on a à l'esprit, bien sûr, le règne de Pierre le Grand, la construction de Saint-Pétersbourg à la fin du XVIIe, début du XVIIIe. Et puis, au-delà de cette construction et de ce changement de capitale, la volonté de moderniser, ce qui voulait dire européaniser l'administration, européaniser les costumes. On se souvient des réformes de Pierre le Grand, les plus connues étant couper la barbe, s'habiller à l'européenne, cesser tout ce qui étant russe traditionnel étant considéré comme arriéré, pour simplifier. Donc, mais toute cette modernité, cette modernisation, elle se constitue aussi sur la base, sur les fondements d'un État qui reste profondément archaïque dans sa forme et qui garguera un archaïsme jusqu'à la fin. Je pense que c'est une des explications pour lesquelles il faut voir que, par exemple, les réformes politiques qui ont été menées en Russie n'ont jamais abouti à ce que, côté occidental, on aurait peut-être souhaité, en tout cas, peut-être pas souhaité, mais en tout cas projeté sur la Russie, c'est-à-dire un État industriel, une industrialisation capitaliste. Ça, elle se produit à partir de 1860-1870, on voit un décollage industriel et capitaliste de la Russie, même très rapide, extrêmement, même avec un grand succès. Mais par contre, les réformes politiques sont extrêmement complexes et à nouveau archaïsme et modernité. C'est au moment où triomphe l'industrialisation, on inaugure le transsibérien, on constitue une sidérurgie moderne, il y a un décollage économique, il y a un décollage de l'exportation des produits russes vers l'Europe. À ce même moment, des années 1880, 1910, 1914, on voit une impasse politique pour ceux qui prônent la démocratisation, la libéralisation, la monarchie constitutionnelle, qui ne va jamais réussir à s'imposer. Et donc, on va voir au contraire un empereur, Alexandre III, sous l'influence de cercles ésotériques, qu'on pourrait qualifier d'extrême droite aujourd'hui, pour simplifier, les centuries noires. Bon, c'est l'époque aussi d'une relance très forte de l'antisémitisme, avec les pogroms de Kishinev en 1903, etc. Donc, on a ce mélange d'archaïsme et de modernité qui est difficile à comprendre pour un esprit occidental. Je vais y revenir. Ensuite, il y a un autre binôme dans mon livre, qui est le binôme continentalité et connectivité. En fait, c'est effectivement l'Empire russe, c'est un empire continental. Un empire continental a plusieurs titres. D'abord, c'est la taille d'un continent, 24 millions et demi de kilomètres carrés à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, 17 millions de kilomètres carrés, et l'URSS, c'était 22 millions. Bon. Donc, c'est suffisant pour être la taille d'un continent, et même de plusieurs continents, si on regarde l'Australie, par exemple, qui constitue à elle seule un continent. Mais cette continentalité, c'est pas seulement une continentalité, je dirais, ce caractère massif du territoire, mais c'est aussi un climat continental, et puis une très très grande difficulté. Enfin, c'est un État, un territoire qui est peu tourné vers l'extérieur. Alors, il y a des raisons à cela. Bon, souvent, on évoque les façades maritimes, l'absence de façades maritimes, de débouchés maritimes, qui est une des constantes des explications géopolitiques du comportement de la Russie, la quête des mers chaudes, des débouchés maritimes. Alors ça, c'est un peu un cliché, mais c'est pas totalement faux non plus. Mais il faut voir qu'à l'intérieur aussi, on est dans une certaine continentalité et difficulté, en fait,
à relier les points de peuplement, et je pense que c'est quelque chose de très très important de comprendre que cet empire qui s'est constitué par l'expansion territoriale, il a beaucoup de mal. Une fois qu'on a constitué, qu'on a planté son drapeau, en fait, hein, qu'on a voilà, affirmé la souveraineté du tsar sur telle et telle terre, après il faut continuer. Pour continuer à dominer cette terre, il faut la gouverner, c'est-à-dire la mettre en valeur, la peupler pour commencer, la mettre en valeur, et puis organiser des transports et une communication dans le temps long entre le centre politique et ces régions. Et je pense que c'est vraiment une constante de l'histoire de la Russie, de ses débuts à l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, et ce sera encore demain et après-demain à mon avis, que d'avoir un grand défi à relever qui est celui de la gestion de ce territoire. Gouverner ce territoire est extrêmement difficile, c'est un territoire continental dans tous les sens du terme. Une grande partie du territoire est très difficile à peupler, très difficile d'attirer des gens pour aller travailler dans le Grand Nord, et puis c'est très difficile de fixer une population même à l'Extrême-Orient. Un des grands problèmes de la Russie aujourd'hui, c'est d'avoir une population qui se concentre de plus en plus à l'ouest du pays, et on observe par exemple, chiffre très simple, enfin comment dire, données très simples, le district fédéral de l'Extrême-Orient russe a perdu entre 1990 et 2021 à peu près 20% de sa population. Et cette chute de 20% de la population de ce district fédéral de l'Extrême-Orient, Vladivostok, Khabarovsk, etc., toutes ces régions-là, est due à la fois à une natalité en berne, croissance naturelle donc, qui a baissé, et qui est aujourd'hui encore négative, mais surtout à une migration importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des régions qui non seulement se dépeuplent, mais en plus vieillissent démographiquement, etc. etc. Bon. Alors ce problème de l'Extrême-Orient russe, il est un peu extrême, mais on le retrouve dans d'autres régions. Et de plus en plus, une des caractéristiques, je dirais, de la Russie, c'est d'être de plus en plus inégale d'un point de vue socio-économique. Le territoire de la Russie, il y a plusieurs Russies, et ces Russies sont de plus en plus, je dirais, éloignées les unes des autres. Et il y a parmi ces Russies ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'archipel métropolitain, et ce que ma collègue russe Natalia Zubarievich, je profite pour dire qu'elle a fait une excellente interview qui a été avec Natalia Rutchevich, ici présente, que je salue, voilà, qui est citée dans le livre, elle se reconnaîtra, et qui a fait plusieurs excellentes interviews avec des acteurs russes en 2022-2023, dont Natalia Zubarievich, donc, qui est pour moi une des meilleures économistes russes actuelles. À la frontière entre l'économie et la géographie, elle montre ce qu'elle appelle la Russie des métropoles. Elle montre qu'effectivement, cette Russie des métropoles, Moscou, des grandes villes, prospère, qui concentre, je dirais, toutes les ressources, est de plus en plus détachée du reste du pays. Alors cette continentalité, il faut ajouter à cela, bien sûr, le fait que, par exemple, la seule façade maritime vraiment ouverte, c'est avec l'océan glacial arctique, qui n'est pas une voie de communication tout à fait idéale. Et puis tous les fleuves coulent du sud vers le nord et se débouchent dans l'océan glacial arctique, à l'exception de la Volga, qui est un fleuve de communication, mais cette Volga, elle, débouche dans une mer fermée qui est la mer Caspienne. Donc, d'un point de vue naturel, d'un point de vue du donné naturel, la Russie est continentale, et cette continentalité est donc un défi majeur pour le développement de l'État, le développement de l'économie. Et donc, l'objectif, ça a toujours été de permettre une bonne connectivité. Voilà. Alors, cette connectivité, elle est extrêmement difficile. En 1748, il y a un voyageur qui dit qu'il faut, au milieu du 18e, il faut à peu près 12 jours, 12 fois 24 heures, pour relier Moscou et à Irkoutsk, donc par voyage successif, par équipage successif. Voilà. Donc effectivement, en 1894, l'inauguration du Transsibérien, c'est vraiment vu comme l'ouverture d'une nouvelle connectivité territoriale.
Puis ensuite, tout le XXe siècle va avoir une amélioration de cette connectivité, construction de routes, prolongement des voies de chemin de fer, et puis ensuite il y a la connectivité également énergétique, hein, avec les centrales hydroélectriques et l'électrification des années 20, donc le grand chantier léniniste de l'électrification qui va être achevé assez rapidement et qui va vraiment couvrir toute l'URSS. C'est-à-dire quand on va dans des coins paumés de l'URSS ou de l'ex-URSS, comme les frontières entre l'Arménie et la Turquie, le sud du Tadjikistan, que Bertrand connaît bien, l'Ouzbékistan, la Sibérie orientale, la région de la Tchoukotka, partout on a ces fameuses lignes électriques qui montrent la connectivité du territoire qui a été assurée de ce point de vue-là par le pouvoir soviétique, le premier pouvoir soviétique si j'ose dire. Et après ça a été poursuivi, je citerai aujourd'hui les oléoducs, les gazoducs, et puis les câbles numériques hein, qui ont été construits dans les années 2000-2010 avec l'objectif de faire de la Russie un pont entre l'Europe et l'Asie, tout simplement. Et je pense que ce dessin de la connectivité, cette volonté en fait de transformer sa faiblesse ou les contraintes naturelles continentale en atout de connectivité, c'est un des défis géopolitiques majeurs pour la Russie depuis la fin du 19e et qu'il est encore aujourd'hui. Défi et en même temps objectif. Voilà. Alors, autre double, dialectique, pour parler un langage marxiste, c'est le pouvoir fort, état faible. Ça, j'aime bien essayer d'expliquer ça, c'est que pour toutes les raisons que j'ai expliquées et d'autres encore, l'État russe est un État relativement faible. Alors, ça paraît un peu paradoxal de dire ça, parce qu'on a plutôt les manifestations d'un État très fort, une grande puissance, qui aime faire défiler ses missiles ICBM et ses chars et ses Kinjal sur la place rouge le jour du 9 mai. Dont les dirigeants aiment, pour certains, employer un discours extrêmement, un discours de force, je dirais, un discours de puissance. Hein. État faible, bah oui, par exemple, c'est un État qui, de tout temps, a eu beaucoup de mal avec la fiscalité, avec le fait de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Alors Poutine, je pense que c'est un des grands atouts des réformes de Poutine des années 2000, c'est d'avoir mis de l'ordre dans cette fiscalité, mais néanmoins, par exemple, on observe un sujet qui est assez peu traité par les rédactions occidentales sur la Russie, mais qui pourtant est très important en ce moment, c'est une réforme fiscale qui est en train de faire basculer, c'est une réforme très importante parce qu'on va introduire la fiscalité, un système progressif de l'impôt. Ça, c'est en rupture avec ce qui avait été fait dans les années 2000 par Poutine, qui avait instauré une sorte de flat tax pour susciter et pour stimuler pour faire rentrer des sous. Là, apparemment, il faut encore plus de sous et il faut davantage les faire rentrer. Donc, on mène une réforme fiscale. Alors, pouvoir fort, état faible. Donc, la faiblesse de l'État, c'est quelque chose qui est intériorisé par les dirigeants, dont les dirigeants sont conscients, et qui, du coup, je dirais, cette faiblesse de l'État, ou cette conscience de la faiblesse ou de la fragilité des institutions, stimule le goût d'un pouvoir fort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dynamique entre État faible et autoritarisme, pour moi, et qui se manifeste à différentes périodes de l'histoire, et qui est un des ressorts, on va dire, du logiciel impérial. Alors, quatrième formule, elle n'est pas de moi, elle est du grand historien Vassili Kluchevski, qui dit « En Russie, le centre est à la périphérie ». Alors, j'ai décidé de mettre d'ailleurs la citation dès l'introduction, parce que c'est pour moi vraiment une citation qui était à la source de beaucoup de réflexions et de beaucoup d'intérêt que j'ai pour le fonctionnement de la Russie. Après celui-ci, mon idée, c'est de faire quelque chose qui sera justement autour du gouvernement des régions et des régions périphériques, et justement qui partira aussi de cette citation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le centre est à la périphérie. Alors ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire que le pouvoir central se construit par
le maintien des périphéries, se construit par une dynamique territoriale qui consiste à maintenir une sécurité dans la périphérie qui est essentielle parce que sans cette sécurité des périphéries, il y a un danger que cet État soit attaqué de l'extérieur et démantelé. Je reviendrai là-dessus, c'est très important. Et puis le centre et les périphéries, ça veut dire que des questions souvent extrêmement locales ou qui semblent extrêmement comme par exemple la question de la Tchétchénie, de l'avenir de la Tchétchénie, un esprit rationnel, occidental, extérieur, regarderait une carte, regarderait les chiffres, dirait bon, finalement la Tchétchénie, pourquoi ils y tiennent tant que ça, hein, ils pourraient laisser tomber, qu'est-ce que ça peut faire, c'est quoi, c'est même pas 1 million d'habitants, ça fait 15 000 km², c'est la montagne, la frontière avec la Géorgie, la route principale militaire passe même pas par la Tchétchénie, c'est une espèce de plateau comme ça. Pourquoi faut-il engager des hommes, déclencher une guerre extrêmement meurtrière entre 1994 et 1996? Pourquoi il faut à nouveau se réinvestir fortement dans la Tchétchénie? Pourquoi est-ce qu'il faut donner à la Tchétchénie aujourd'hui ce statut de quasi-extraterritorialité? On peut dire, effectivement, le droit fédéral s'applique en Tchétchénie, mais d'une manière très très dérogatoire. Ce qui fait qu'en fait, on est vraiment là dans l'illustration, le centre et la périphérie, parce qu'une périphérie qui semble comme ça, en regardant les chiffres et en regardant les choses comme on le ferait sur un atlas, en disant, pourquoi cette obsession de la Tchétchénie? Bon, cette Tchétchénie devient centrale, essentielle, très importante à certains moments, et elle l'est encore, pour X raisons, et on voit son président actuel assez omniprésent aussi sur la scène du pouvoir central. Donc, alors c'est pas le seul exemple, il y a aussi des questions... aujourd'hui, bien sûr, cette périphérie... tous les yeux sont rivés vers cette périphérie du sud-ouest, hein, de la frontière russo-ukrainienne, c'est-à-dire la région du Don, l'ancienne Nouvelle-Russie, les côtes de la mer Noire, la Crimée, tout ça c'est une périphérie aussi qui était rattachée à l'Empire de Russie pour une grande partie au XVIIIe siècle, et qui, effectivement, aujourd'hui est au centre de l'attention non seulement de l'actualité internationale, si je veux dire, mais aussi pour le pouvoir russe. Et donc, c'est très grande importance des zones périphériques. Bon, par exemple, aussi, autre illustration, je suis un peu en vrac ce que je fais, mais c'est que pendant plusieurs années, on a eu un ministère du Nord-Caucase, ministère fédéral du Nord-Caucase. Puis après, il a été aboli pour des raisons essentiellement élitaires internes. Et on a eu un ministère de l'Extrême-Orient russe. Et on va s'intéresser, un ministère fédéral dédié à une région. C'est comme si, par exemple, en France, on avait un ministère de la Corse, par exemple, ou un ministère de la région PACA. Bon. Parfois, on a ce type de manifestation en France. Par exemple, le voyage de Macron à Marseille, là, il y a quelques mois, m'avait beaucoup intéressé de ce point de vue-là, parce que je voyais une espèce de... Comment dire, tout d'un coup, cette Marseille, qui est quand même à la périphérie de la France, enfin, disons, relativement périphérie, devenait un centre. Bon. Mais en Russie, c'est ça tout le temps, et depuis très longtemps. On a eu aussi un ministère des questions du Grand Nord. Bon, et je crois qu'il existe encore, celui-là. Donc, on voit que tout d'un coup, l'État fédéral, le centre, le pouvoir central, à Moscou, inscrit des questions locales et régionales à l'agenda fédéral, à l'agenda central. C'était un peu... on retrouve ce réflexe, on retrouve cette dynamique aussi au XIXe siècle, quand il y avait notamment à la fin du XIXe siècle, avec au moment où dans le Caucase, ça commence, ou en Asie centrale, il y a des problèmes de gestion de cet empire multiethnique. On a créé les gouvernements généraux, ou les gouvernements généraux, c'est-à-dire qu'on a décidé que dans les zones, les régions de frontières, on allait désigner des gouverneurs qui étaient en même temps des militaires. Donc on a en quelque sorte militarisé le gouvernement régional. Bon. Et cinquième formule, c'est
expansion-rétraction. Donc, on a des phases d'expansion du territoire et puis des phases de rétraction. Alors, expansion, rétraction, petite rétraction, grande expansion, moyenne rétraction, ça. C'est en fait incessant. Si on fait une carte, alors c'est justement la carte que je voulais vous montrer, mais que vous mettrez dans la vidéo, qui est une carte qui a été faite par... alors j'ai eu la chance, et je remercie beaucoup les gens qui ont produit les cartes pour mon livre. D'abord, j'ai repris un certain nombre de cartes qui avaient été éditées par la revue Conflit, et donc par le cartographe de Conflit, qui travaille pour Conflit, et qui avait fait avec moi la carte que je voulais vous montrer, là, qui est une carte qui avait été publiée dans Conflit en 2014, je crois, qui s'appelle l'Empire de Russie de 1689 à 1900, qui montre justement ces allées-venues de l'Empire de Russie proprement dit. Puis il y a d'autres cartes qui ont été faites par un jeune docteur en géopolitique qui fut mon étudiant et mon doctorant, qui s'appelle Vladimir Pavlotsky, qui fait des très bonnes cartes. Et donc voilà, vous le savez, si vous feuilletez le livre, vous verrez qu'il y a des cartes. Et je suis très content, je me suis beaucoup battu pour que ce soit édité. C'était pas facile. Les éditeurs, ils n'aiment pas publier des cartes parce que ça fait... c'est compliqué, il sort de format, de machin, puis ils pouvaient pas publier qu'en noir et blanc, donc il fallait refaire tout quand elles étaient en couleur, enfin bref. Toujours est-il qu'on voit bien dans les cartes expansion et traction. Alors, expansion, bien sûr, sur 3 siècles, entre 1550, on va dire, 1552, puis fin 19e, et puis rétraction. Alors, rétraction, il y a des rétractions surtout au XXe siècle, et en réalité, par 3 fois, il y a eu, au cours de moins de 100 ans, des rétractions de cet État. Donc d'abord la révolution russe qui a conduit à une première rétraction, puis ensuite petite expansion avec l'Union soviétique, donc l'Union soviétique qui va reconquérir, si on peut dire, un certain nombre de territoires qui avaient été provisoirement perdus par la révolution ou après la révolution, mais un certain nombre de pays vont devenir durablement indépendants, la Pologne, la Finlande, les États baltes pendant une certaine période. Ensuite, il y avait évidemment une rétraction importante qui se produit entre 1941 et 1945, enfin 43, puis 44 avec la reconquête, et puis 91, donc, où là on a un éclatement de cet État russe, et qui est un éclatement qui est assez différent qui est également une rétraction dans le sens où la Fédération de Russie, qui est l'État successeur de l'URSS, et donc perd, si on peut dire, il y a 5 millions de kilomètres carrés de moins qu'en Fédération de Russie qu'en URSS. Mais contrairement à l'Empire de Russie, qui était un État qui éclate véritablement, en fait, c'est-à-dire qui se désagrège à partir du centre, à partir d'une révolution, mais aussi produit de la guerre, enfin, je ne refais pas l'histoire. La chute de l'URSS, c'est quelque chose de plus complexe parce que la Russie, en tant que Fédération de Russie, ou République socialiste fédérative de Russie, est un agent de cet éclatement. Donc la Russie est à la fois à l'origine, enfin participe de l'éclatement, et en même temps, elle est à la fois le produit d'une rupture volontaire par rapport à l'URSS, et en même temps l'héritière de l'URSS, ce qui rend, je dirais, la transition, si on peut dire, soviéto-russe dans ce sens-là, extrêmement complexe à étudier et à considérer. Voilà. Donc, empire archaïque, état moderne, continentalité, connectivité, pouvoir fort, état faible, tout ça. Ça jalonne, disons, l'ensemble du livre qui décline, qui se décline j'ai fait exprès des courts chapitres, donc il y en a 21 finalement, oui, il y en avait plus au départ, enfin bon, et il y a à la fois la dynamique historique, mais je passe aussi très rapidement à des problématiques plus contemporaines en traitant de la politique extérieure de la Russie, de l'économie, des questions intérieures, de la politique intérieure, et puis évidemment la politique russe à l'égard de ses voisinages proches, lointains, et de ses voisins importants comme la Chine, et puis les nouveaux vecteurs de
projection de puissance russe en insistant particulièrement sur l'énergie et aussi les céréales. Alors, ce logiciel impérial russe que j'essaie de décliner dans ce livre, il n'est pas compris en Occident, ou il n'est pas bien compris en Occident. Alors, j'y vois, je vais faire juste 3 hypothèses, en fait. Bon. Alors, la première hypothèse, c'est qu'il y a, du côté occidental, une difficulté à appréhender, on puisse conjuguer dans une même séquence historique archaïsme et modernité. Je pense qu'il y a, côté occidental, une très très grande difficulté à appréhender et à regarder en fait les traits archaïques de nos sociétés, de nos États, etc., qui subsistent à travers la modernité. Il y a une volonté de rupture, bon, c'est lié aussi peut-être à la puissance idéologique du libéralisme. Enfin, on peut trouver toutes sortes d'explications, mais moi je me situe vraiment dans la continuité, et j'ai été très inspiré par ce qu'écrit Pierre Legendre, et je pense que les sociétés modernes sont aussi archaïques, qu'on est travaillé par tout un tas de textes et de traditions, entre guillemets, qui sont très puissantes et dont on n'a pas forcément conscience. Alors, côté occidental, on n'a jamais compris comment en Russie se combinait archaïsme et modernité, et surtout on a toujours considéré que eh bien, la modernisation de la Russie passait par son occidentalisation. Alors qu'effectivement, aujourd'hui, au XXIe siècle, je pense que c'est une des grandes évidences de notre XXIe siècle, mais que l'Occident a encore du mal à avaler, c'est que modernisation n'est pas synonyme d'occidentalisation. Voilà. Et qu'il peut y avoir des entreprises de modernisation sans occidentalisation. En russe, il y a un terme intéressant que je trouve très intéressant, qui est le concept de westernisation. Alors c'est très difficile à traduire, et Natalia a peut-être une idée. C'est-à-dire d'occidentalisation, mais au sens superficiel, en fait. La westernisation, c'est l'adoption, en fait, de formes économiques ou juridiques. Enfin, c'est une occidentalisation, je dirais, un peu superficielle, comme on la constate un peu partout. Il y a de l'Internet en Chine, il y a de l'industrie de IT en Inde, etc. Je simplifie. Hein. Mais ça n'empêche que finalement, la montée en puissance de la Chine et de l'Inde montre avec évidence que la modernisation n'est pas, l'occidentalisation n'est pas, enfin, la modernisation n'est pas synonyme d'occidentalisation, et que ce sont deux je dirais, deux ordres de grandeur différents. Mais avec la Russie, on a du mal à le voir côté occidental, parce que les Russes sont chrétiens, sont européens. Alors, voilà. Si les Russes étaient noirs avec les yeux bridés, je pense que ce serait plus facile de considérer la Russie. Elle serait vraiment complètement non occidentale et à l'évidence. Donc il y a cette difficulté qui reste aujourd'hui, qui reste tout à fait importante et forte. C'est-à-dire qu'il y a une très grande difficulté, par exemple, à expliquer. Moi, je suis le premier à le constater dans mon travail. C'est-à-dire que quand vous expliquez, vous essayez d'expliquer que la Russie de Poutine, pour être simple, dans les années 2000-2010, et en même temps on constate une montée en puissance de l'autoritarisme. Ça c'est indéniable, hein, c'est visible, c'est bon voilà, et autoritarisme encore, je dirais, radicalisé par la guerre, hein, en interne. On a vu les manifestations, la répression des opposants, des gens, bref, tout ça c'est tout à fait une réalité. Et c'est pas forcément, comment dire, synonyme d'arriération ou de retour en arrière, parce qu'on a en même temps des formes de modernisation économique, sociale considérables. Voilà. Donc il faut vraiment disjoindre, en fait, il faut vraiment que le monde occidental, enfin les pays occidentaux, je pense, c'est leur problème à eux et c'est pas le problème des Russes, considérer qu'on peut, voilà, l'occidentalisation des sociétés, en fait, des formes sociales, des politiques sociales et sociétales, n'est pas synonyme de modernisation. Et pour certains pays, on peut se moderniser sans s'occidentaliser. Alors, deuxième raison pour moi pour laquelle le logiciel impérial russe n'est pas compris par l'Occident, ou pas bien, c'est que
c'est toutes ces polémiques actuelles. Alors je vais partir de la... polémique, non, c'est plus qu'une polémique, c'est un débat. C'est un débat académique aussi. Donc, surtout, depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est revenu sur le devant. C'est toute cette discussion autour de l'empire et de l'impérialisme et du colonialisme. Voilà. Donc, en fait, on a un certain nombre d'acteurs politiques en Ukraine, en Pologne, dans l'Union européenne, aux États-Unis, dans des cercles académiques et para-académiques qui disent que la Russie, le problème de la Russie, c'est que c'est toujours un empire et qu'il faut que cet empire se décolonise. Voilà, il faut décoloniser l'empire. Alors qu'est-ce que ça veut dire décoloniser l'empire? Ça veut dire par exemple, il faudrait que les ethnies non russes de l'empire accèdent à plus d'autonomie, voire une indépendance, qu'on puisse... que ce centralisme, cette centralisation cesse et que les Tchétchènes, pourquoi pas démanteler l'État russe ou l'Empire russe. Alors ça c'est une vieille idée, le démantèlement et l'avènement sur le territoire de la Russie de plusieurs États. C'est pas nouveau, c'est une vieille idée qui remonte au début du XXe siècle et qui a germé un peu dans des cercles polonais, du nationalisme polonais, qui considérait qu'il y avait un axiome qui disait tant que la Russie sera un État unifié, les nations de l'Europe de l'Est ne pourront pas devenir des États-nations viables et durables. Donc ça, c'est quelque chose qui a été hérité et repris par les courants nationalistes ukrainiens. Il ne faut pas oublier, ils sont nés, qui étaient en Pologne jusqu'en 1939, et qui se sont développés essentiellement à Lviv, et dans un milieu, dans un milieu très influencé par le débat en polonais. Donc il y a une très grande proximité de ces thèses qui sont reprises aujourd'hui par des nationalistes ukrainiens, mais qu'on voit ressurgir. Je mets dans le livre chez certains Américains ou Européens. Voilà. Donc l'idée qu'il faut que la Russie éclate et qu'il faudrait parvenir à faire éclater cet État qui, en fait, c'est un empire colonial archaïque, mais surtout colonial, et qui doit se décoloniser, comme la France est décolonisée, la Grande-Bretagne, etc., le Royaume-Uni. Donc c'est le même schéma. Donc là, occidentalisation, en fait. Il faut qu'ils fassent comme les empires occidentaux, que la Russie se décolonise. Alors là, on tombe sur un problème important, parce que quand on s'intéresse, quand on fait des allers-retours avec le passé comme je fais, on se rend compte que par exemple Kloutchevski, dont je vous citais tout à l'heure la phrase « le centre, en Russie, le centre est à la périphérie », parle dans ses textes, dans son immense somme sur l'histoire de la Russie, qui est publiée entre 1899 et 1907, parle d'un rapport colonial, en fait, que la Russie, c'est un État qui a la particularité de se coloniser lui-même. Voilà. Et qu'en fait, dans ce pays, ce qu'on pourrait appeler domination coloniale ne se réduit pas à la domination d'un peuple métropolitain, les Russes, sur des peuples non métropolitains, colonisés, les Ouzbeks, les Kazakhs, tout ça. Mais pas du tout, c'est que le rapport colonial, il s'étend aussi au peuple russe lui-même, aux paysans russes, à la Sibérie, et que, en fait, la notion de colonialisme, elle lui paraît tout à fait à l'époque, début du XXe, extrêmement pertinente pour la Russie, mais pas du tout dans le sens où nous, on l'applique. Et surtout dans un sens négatif, parce qu'il faut voir qu'au XXe siècle, au début, sous la Troisième République, le colonialisme, la Troisième République, elle est très colonialiste, et elle considère que le colonialisme est très bien, parce que ça va aboutir à faire progresser ces peuples, n'est-ce pas, arriérés vers la civilisation. Pas du tout. Là, Kloutchevski voit très bien, en fait, le problème qu'il peut y avoir dans les campagnes russes, et puis le problème d'exploitation économique des ressources naturelles de manière, dit-il, coloniale. Bon, donc dès qu'on commence à s'intéresser à la manière dont en Russie on envisage ces questions-là historiquement, pas aujourd'hui, mais avec un peu de recul historique, on voit que ça c'est compliqué en fait, et qu'aujourd'hui brandir comme ça l'anticolonialisme, comme amener cet anticolonialisme comme un instrument de lutte contre
un État autoritaire, colonialiste, je sais pas quoi, tout ça c'est très très simplificateur et un peu imbécile en fait, pour dire les choses comme elles sont. Alors je ne vais pas être méchant avec certains collègues, mais c'est vrai que c'est vraiment devenu une ancienne aux États-Unis, on en est à se demander dans certains cercles, de ne plus appeler la Russie Russie, mais l'Eurasie du Nord. La Northern Eurasia, enfin, on va faire comme ça des euphémismes et des litotes, etc. Alors effectivement, il y a en Russie des relations centre-périphérie très différentes de celles qui ont été mises en œuvre par les empires ultramarins européens. Et ça, c'est un autre aspect, je dirais, de l'incompréhension russo-occidentale. Troisième aspect que je trouve important, qui me frappe beaucoup, c'est les temporalités politiques divergentes des élites dirigeantes. C'est-à-dire qu'en Russie, on a plutôt tendance à se situer dans la continuité historique de la Russie. Alors, on voit à quel point ça, c'est aujourd'hui particulièrement illustré par Poutine, qui ne cesse de revenir à l'histoire, qui ne cesse de convoquer l'histoire à l'appui en fait de sa politique. Hein. Mais c'est pas seulement les élites dirigeantes politiques, c'est aussi, on peut le voir, ce qui me frappe beaucoup. Un étudiant qui avait fait un travail de recherche sur le secteur de l'aluminium, très bon travail de recherche d'ailleurs, et il avait comme ça montré comment se structurait le secteur de l'aluminium en Russie, les grandes entreprises, les grands groupes, les lieux de production, enfin les marchés d'exportation, etc. Et en faisant une étude des sites internet des grands groupes qui produisent de l'aluminium en Russie, on s'est aperçu que, et en regardant un peu ce qui se faisait en Occident, enfin dans les pays occidentaux, il s'est aperçu que les sites internet russes insistaient tous sur, il y avait une partie en présentation de l'entreprise, je ne sais pas comment on dit ça, des pages et des pages sur l'histoire, l'aspect historique, comment on a commencé à Kemerovo à faire ceci, comme ci, cela en 1875, la bauxite, les mines de bauxite. Bon. Et que tout ça, c'était très présent dans les sites internet, alors que dans les entreprises, par exemple, allemandes, enfin plutôt françaises ou américaines, bon, l'histoire, on s'en fout un peu. Voilà, on est plutôt dans le développement durable, comment l'entreprise agit pour le climat, etc., etc. Là, on a toutes les parties. Alors, c'est très anecdotique ce que je vous raconte, mais c'est quand même très. Ça montre que cette idée de continuité historique, elle est très importante en Russie, et que l'histoire d'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est la continuation de ce qu'on faisait hier. Et qu'il doit y avoir, donc s'il y a continuité historique, il doit y avoir effectivement un certain sens une bonne connaissance des fils à suivre. Voilà, et qu'il ne faut pas non plus prendre d'autres fils. Alors du côté occidental, on est vraiment, je dirais, aujourd'hui arrivé dans une défense d'un ordre occidental, international occidental, tel qu'il a été façonné par l'après-guerre, l'après 1945. Donc on lutte contre le révisionnisme, et notamment le révisionnisme de Poutine. Alors le révisionnisme de Poutine, c'est quoi? C'est de vouloir, en fait, vouloir non seulement réviser les frontières, bon, ça, mais c'est aussi réviser le nouvel ordre mondial. Et donc, effectivement, on est non seulement dans des temporalités différentes, mais dans des conceptions de la temporalité différentes, parce que du côté occidental, on a tendance complètement je ne dirais pas à éliminer, mais à ne pas trop s'intéresser aux questions historiques en détail. Et moi, je le vois dans mon domaine, et avec certains collègues, c'est-à-dire que dès qu'on commence à parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, on commence à montrer des cartes, et à dire, voilà, l'Ukraine est constituée de plusieurs territoires qui ont été agrégés à l'Empire russe à différentes époques, etc. Alors oui, non, mais ça ne faut pas montrer des cartes, parce que c'est des cartes, c'est pas bien, les cartes, parce que c'est toujours instrumentalisé politiquement. Donc, ce qui est important, c'est pas comment l'Ukraine s'est constituée historiquement, mais c'est les Ukrainiens aujourd'hui, ils veulent la démocratie. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, certains reconnaîtront très bien le genre de débat qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Mais ça participe en fait c'est le signe vraiment d'une conception très différente de la temporalité politique. Alors, tout ça m'amène à parler de la conflictualité Russie-Occident, et de vous laisser la parole ensuite. Je vais être rapide.
observons que la guerre en Russie-Ukraine, qui se déroule depuis 2014 en fait, hein, bon, puis, de manière intense depuis 2022, est à la fois alors, le prolongement de la Seconde Guerre mondiale et le prolongement de la guerre froide. Alors, tout ça, d'abord, ça se voit et ça s'entend parce qu'il y a une omniprésence des références à ces conflits passés qu'on peut saisir à travers les antagonismes mémoriels qui sont très très nombreux, les interprétations d'événements historiques, de personnes historiques. Donc, ces dernières années, on est revenu en Ukraine à une célébration, je dirais, de ce qu'on appelle les bandéristes côté russe. Et les mêmes bandéristes sont donc réduits à ce qu'on appelle des ukro-nazis, hein, dans le langage fleuri des propagandes et des échanges, des doux échanges sur Internet entre les ukro-nazis d'un côté et les patriotes ukrainiens, mais dits bandéristes, etc. Alors, les antagonismes mémoriels, on le voit beaucoup dans la destruction des monuments. En Ukraine, on détruit tout ce qui reste de statue de Lénine. On a même été jusqu'à détruire des monuments à Pouchkine. Je crois même à Catherine II, me semble-t-il, a été aussi détruite, si j'ose dire, enfin son monument, à Odessa. Malheureuse Catherine, c'est quand même elle qui a fondé la ville. Hein, bon. Alors ça, cet antagonisme mémoriel, il participe, enfin, il dit quelque chose de profond, mais il dit que effectivement, cette guerre est de la continuation d'autres guerres. Elle réanime des souvenirs, mais pas seulement. Elle finit une séquence qui n'a pas été terminée. Et dans la manière russe de présenter les choses, quand je dis russe, je dis officiel russe, le discours de Poutine ou le discours des dirigeants russes. Cette omniprésence de la Seconde Guerre mondiale, alors c'est évidemment, je dirais, pour capter, c'est une espèce d'incantation un peu magique aussi, parce que ça permet de capter le sens positif de cette guerre, c'est-à-dire la victoire. Et donc, voilà, on a gagné en 1945, mais on n'a pas complètement tout. On n'a pas fait tout ce qu'on aurait dû faire, en fait. Il faut achever le travail, hein, il faut liquider le nazisme complètement dans ces régions. Voilà. C'est très très simplificateur, bien sûr. Et de l'autre côté, il y a aussi le côté ukrainien, enfin, ce que je dis dans mon chapitre, un peu, comment dirais-je, j'ai pas eu encore de retour spécifiquement sur ces chapitres, enfin de retour de personnes susceptibles de ne pas être contents, donc j'attends des critiques, les vraies critiques, hein, parce que les gens qui lisent, qui trouvent ça très intéressant, c'est très sympa, mais bon, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle Russie-Ukraine, une guerre existentielle entre ennemis intimes, dans lequel je mets tout un tas de choses dont je suis en train de vous parler, et notamment cet antagonisme mémoriel entre les deux pays et toute cette radicalisation en fait des discours et radicalisation de part et d'autre depuis les années 2010. Alors, donc cette conflictualité Russie-Occident, enfin, la guerre Russie-Ukraine, c'est aussi le prolongement de la guerre froide. Alors ça, on le voit moins, mais c'est aussi le prolongement de la guerre froide, parce qu'au tout début de la guerre froide, au moment où la guerre froide s'enclenche, donc entre 45 et 55, pour aller vite, l'Ukraine est au cœur d'un certain nombre de stratégies américaines, pour le coup, puisque toute une partie en fait de l'émigration, enfin des armées ukrainiennes qu'on appelait armée de libération ukrainienne, c'est-à-dire qui sont combattues contre l'armée soviétique, va être récupérée par les États-Unis et donc va être réinjectée dans le dispositif de défense des États-Unis, puis de l'OTAN, etc., etc. Tout ça, c'est une histoire très bien documentée par un ouvrage que je recommande à tous, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, qui est la biographie de Stepan Bandera, par un auteur allemand, germano-polonais, qui s'appelle Gregor Rokosinski-Liebe, qui est, à ma connaissance, la seule vraie biographie de Bandera, avec des sources historiques des archives allemandes, polonaises, soviétiques.
très mal reçu en Ukraine en 2014. Il n'a pas pu, il a eu beaucoup de mal à... Enfin, il a essayé de faire des conflits. Il a été invité, en fait, par plusieurs institutions, et il n'a pas pu ouvrir le bec. Mais c'est un très bon livre, et dans lequel il raconte tout ça. Il raconte aussi l'épisode post-45, et la manière dont l'Ukraine, en fait, est devenue un... C'est par l'Ukraine, pensaient un certain nombre de stratèges américains, qu'on va pouvoir... affaiblir la Russie. Alors bon, ça passe par le financement, et le financement et l'aide, mais logistique de loin, hein, pas trop. Bon. Quelques petites opérations comme ça, mais il n'y a pas grand-chose. Mais quand même, il y a un appui américain à cette guérilla ukrainienne qui se prolonge, dont les derniers, les dernières manifestations, c'est 52, 53, 54. Tout ça va se terminer évidemment pour ceux qui combattent les soviétiques en Ukraine après les années 50. Ça va mal se terminer, vous l'imaginez très bien. Ensuite, il y a un autre aspect durant la guerre froide, c'est plutôt la fin de la guerre froide, c'est pour l'indépendance ukrainienne et les conditions dans lesquelles elle s'est produite, et surtout les discours qui ont été ceux des nationalistes ukrainiens ou des mouvements nationaux. Alors nationalistes, je mets là-dedans, pour moi le terme n'a pas de connotation péjorative, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des gens qui se réclament du bandérisme et du nationalisme combattant de l'époque des années de la guerre, Seconde Guerre mondiale, mais aussi un nationalisme beaucoup plus, je dirais, pacifique, nationalisme culturel, qui est très important, mais qui avait être assez vite radicalisé. Et pour avoir fait ma thèse il y a très longtemps sur ces questions-là, j'avais observé en Ukraine, par exemple, des slogans vraiment extrêmement violents contre, par exemple, la domination coloniale soviétique par les centrales nucléaires, à cause de Tchernobyl. Enfin, il y a déjà, dans les années 90-91, une forte implication émotionnelle, il y a une forte dimension anti-russe qui se manifeste et qui va se manifester ensuite pendant les années 90 et 2000. Je donne un exemple, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en 97, j'étais invité pour un colloque à Kiev et j'avais préparé mon papier, j'étais jeune et comment dire, je voulais faire les choses bien, donc j'avais préparé mon papier en russe, en disant voilà, je suis invité par des Ukrainiens et des Canadiens qui co-organisaient l'événement, donc c'est soit anglais, soit russe. Bon, moi je préfère parler russe parce que c'est plus facile pour moi. Et on m'a dit, ah oui, mais alors ça ne va pas être possible de prendre la parole en russe parce qu'il n'y a pas d'interprète. Alors tout ça c'était financé par la Fondation Soros en fait, entre autres, et puis le gouvernement canadien, et on m'a dit, vous n'allez pas pouvoir... on peut diffuser votre papier en russe, il n'y a pas de problème, mais par contre, vous ne pouvez pas parler russe parce qu'il n'y a pas d'interprète. Et je dis, comment ça, il n'y a pas d'interprète? Mais non, il n'y a pas d'interprète russe vers l'ukrainien. Donc, alors que vous sortiez à l'époque, en 97, tout le monde parlait russe dans la rue. Donc j'ai senti déjà quelque chose qui était de l'ordre de l'irrationnel déjà. Et bon. Donc du coup, j'ai dû m'adapter, parler en anglais, enfin bref. Alors, deuxième aspect sur la conflictualité russo-ukrainienne, russo-occidentale, qui était plutôt... Alors là, je vous parle de choses qui ne sont pas forcément dans le livre, mais qui sont plutôt des interrogations. C'est qu'on assiste aujourd'hui à une multiplication des théâtres d'opération des guerres, et surtout un phénomène qui me semble intéressant et central, c'est la virtualisation de la guerre. C'est-à-dire à la fois des théâtres réels, des gens qui se battent sur des terrains réels, et puis des gens qui se battent sur des théâtres économiques, énergétiques, et puis essentiellement symboliques et hyper symboliques, c'est-à-dire dans le numérique, dans les cyberguerres. Donc aujourd'hui on nous parle de cybermenaces russes, on est tous menacés par la Russian cyber threat, comme disent le Pentagone. Bon, on ne sait pas très bien ce que c'est la cybermenace russe, mais bon. Donc en fait, ce qui me semble intéressant je vais prendre juste un aspect de ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est qu'il y a un décalage russo-occidental là encore. Parce que la guerre me semble être devenue purement virtuelle pour les élites dirigeantes occidentales qui font la guerre à distance depuis des années. La guerre en Irak pour les Américains, c'était beaucoup de flash télé, d'infos sur Fox News ou CNN, mais c'était pas une expérience vécue. C'est une expérience très très lointaine et très
très virtuelle en fait. De la même chose pour la guerre en Ukraine aujourd'hui, pour les États-Unis, mais pour nous aussi. Je constate que pour le français moyen, la guerre en Ukraine, c'est des images sur LCI ou BFM, c'est des commentaires, c'est pour les plus curieux qui vont un peu se promener sur les réseaux quelques vidéos, on voit des trucs comme ça, mais enfin c'est pas du tout quelque chose de vécu, alors évidemment ni sur le terrain, ni même dans son propre environnement proche, familial proche. Et ça, c'est une très très grande différence entre le monde, alors la Russie, et puis plus exactement ce que j'appellerais encore le monde russe, bien que ce terme soit, à mon avis, maintenant banni, mais c'est-à-dire les pays post-soviétiques, dans lesquels j'inclus bien sûr l'Ukraine, mais pays du Caucase et même d'Asie centrale, et la Russie, qui n'ont pas cessé d'avoir une expérience vécue de la guerre depuis 20 ans, 30 ans, je dirais. Et pour lesquels la chute de l'URSS, c'est à la fois les réformes économiques extrêmement difficiles à supporter et auxquelles on a eu beaucoup de mal à s'adapter, mais aussi le retour de la guerre en fait, et qui était déjà revenu un peu avant avec l'Afghanistan. Mais bon, le retour de la guerre, soit chez soi, mais soit dans un univers proche, c'est-à-dire oui, il y a la guerre, on sait qu'il y a la guerre dans quelle région, les guerres intérieures, comme la Tchétchénie, des guerres dans le voisinage proche, des guerres dans lesquelles on est, sinon impliqué directement, du moins on a un vrai sentiment de réalité. Et là, c'est à mon avis, encore un éloignement en fait du monde occidental et du monde russe. Et troisième point, ce qui fait que je vais finir là-dessus, ce qui m'incite, non pas à un optimisme, mais j'ai tendance à voir, sur le long terme, beaucoup de choses qui vont rapprocher la Russie et l'Ukraine. Après la guerre, et quelles que soient d'ailleurs les conditions et les conséquences qu'elles vont avoir, cette guerre va avoir des conséquences énormes dans les deux pays, surtout en Ukraine, mais aussi beaucoup en Russie, des conséquences démographiques, sociales, politiques, économiques, etc. Il va falloir vivre avec des centaines de milliers d'anciens combattants dans chacun des pays. Et quand on regarde l'expérience, l'histoire, encore une fois, il n'y a pas de société qui n'ait pas été profondément transformée, sinon marquée par la présence de centaines de milliers d'anciens combattants dans la société. Ceci mis à part, avec ces conséquences de la guerre, alors que ces deux pays parviennent à une paix, ou à renouer des liens, ou que ce soit une espèce de mur, un rideau de fer assez durable entre eux, ça, j'en sais rien, je n'ai pas d'idée sur la question, mais néanmoins, elles vont rester, la Russie et l'Ukraine, au-delà de la proximité linguistique et culturelle qui demeure et qui demeurera, elles vont rester plus proches l'une de l'autre que elles vont être des pays occidentaux. Du fait de cette expérience de la guerre, dont aujourd'hui on a l'impression d'une guerre qui se déroule presque en apesanteur, en tout cas quand on n'y participe pas. Moi je regarde beaucoup de vidéos, mais je ne suis pas du tout sur le terrain, mais voilà. Donc il y a un effet comme ça, presque d'irréalité. Mais quand cette guerre va cesser, elle va devenir vraiment réelle pour la majorité de la population. Et là, on va voir, je pense, effectivement des conséquences très inattendues et très imprévisibles. Donc le logiciel impérial russe, je ne vous dirai pas s'il va s'éteindre avec cette guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants occidentaux qui voudraient, pour lesquels cette guerre pourrait marquer la fin de la Russie, la fin de l'existence de ce logiciel impérial. Ça va dépendre de l'issue de cette guerre, qui n'a pas l'air de tourner au désavantage de la Russie, je dirais ça comme ça actuellement. Et je ne ferai pas de pari sur l'avenir, mais pour comprendre l'immédiat présent, je pense que c'est pas inutile d'avoir ce retour de 4 siècles. Voilà, merci, j'ai trop parlé déjà, je pense. Pas du tout. Non ? Merci Jean-Robert. Donc le débat est ouvert, je vous en prie. Pierre-Henri, vous ne ferez pas de pari sur
sur l'avenir, alors n'en faisant pas, mais on entend beaucoup en Occident l'idée qu'il y a la volonté pour le pouvoir russe actuel de reconstituer autant que faire se peut l'ancien empire soviétique et que donc après l'Ukraine, alors je ne parle pas des délires qui verraient les chars russes jusqu'à Paris, mais beaucoup estiment que les pays baltes seraient menacés, voire la Moldavie par exemple. La Pologne, ça me semble déjà beaucoup moins probable. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça relève quand même d'un espèce de fantasme qui s'appuierait quand même sur des discours du pouvoir, ou est-ce que simplement c'est quelque chose que n'envisage pas le pouvoir russe, parce que son impérialisme ne va pas jusqu'à retenter de fédérer des peuples qui sont désormais très différents? Alors moi je dirais que l'impérialisme, le logiciel impérialiste, c'est un impérialisme défensif. Donc là, pour le coup, je rejoins Mark Raef, qui est un historien américain, qui travaillait sur le 18e, 19e, et qui a beaucoup développé cette thèse, qui était reprise par Michel Heller, Histoire de l'Empire russe. Donc impérialisme défensif, c'est-à-dire que c'est un impérialisme qui a pour objectif d'abord de sécuriser les périphéries, de manière à consolider l'État central. C'est toujours ce moscopolitisme, c'est toujours l'idée qu'on risque l'effondrement de l'État central. Il s'est effondré 3 fois, il s'est effondré en 17, il s'est presque effondré en 41 et il s'est effondré en 91. Donc il y a cette profonde conscience du risque que l'État peut, tout un coup faible, peut s'écrouler. Et donc la campagne ukrainienne actuelle, c'est une guerre qui est présentée comme défensive. Alors elle a tous les traits, je suis tout à fait d'accord, toutes les caractéristiques d'une guerre offensive, et c'est une offensive d'un point de vue militaire, mais elle est présentée comme défensive, et cette présentation pour moi n'est pas seulement de la propagande, c'est pas seulement du discours, c'est vraiment profondément conçu comme tel. Il suffit de lire les discours de Poutine, non pas ceux de la guerre, mais revenir en arrière et voir un peu comment tout ça se développe depuis 2008, en fait, depuis le sommet de Bucarest et de l'OTAN à Bucarest, où la Russie dit la ligne rouge va être franchie si l'Ukraine et la Géorgie entrent dans l'OTAN. Alors, est-ce qu'il y a un dessein de reconstituer l'empire, l'ex-URSS? Non, je ne pense pas. J'essaie de montrer dans mon livre qu'au contraire, on voit une adaptation de la Russie à la diversification de ses voisinages. Donc on voit d'ailleurs c'est un des phénomènes très intéressants des 30 dernières années, c'est la manière dont les espaces immédiatement voisins de la Russie, l'Ukraine, le Caucase du Sud, l'Asie centrale, la Moldavie, les Pays-Bas, la Biélorussie ont développé, je dirais, des logiques géopolitiques qui sont très très différentes les unes des autres, et la Russie a mis beaucoup de temps à s'adapter à cette différenciation. Elle a même beaucoup de temps à comprendre même qu'il fallait avoir des politiques très différenciées, mais c'est fait maintenant. Bon. Et je dirais même qu'il y a une diversification au point d'avoir des politiques très différentes à l'égard du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, par exemple, en intégrant bien les différents facteurs. Donc il y a des jeux d'équilibre avec les puissances régionales. Il y a un nouveau grand jeu, si j'ose dire, qui se dessine il y a une espèce de pacte russo-chinois pour l'Asie centrale, l'objectif étant de virer les Occidentaux à tout prix de la région, enfin en tout cas de pas qu'ils s'approchent. Idem pour la mer Noire. Pour moi, c'est un des grands buts de guerre de la Russie, c'est de contrôler la mer Noire si possible. Je vais y venir là-dessus. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut pousser jusqu'à Paris, jusqu'à Varsovie, je sais pas quoi, voire jusqu'à, pourquoi pas Lisbonne, après tout, Londres. Bon, l'Irlande, pourquoi l'Irlande serait-elle pas sous domination russe, après tout, non, évidemment, ça semble. Alors, évidemment, parce que, historiquement, il n'y a aucun impérialisme russe qui va jusque-là. Deuxièmement, aucun moyen de le faire. Je pense que, voilà. Troisièmement, aucun intérêt. Donc, ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'éléments rationnels qui vont contre... même si Poutine était fou, comme certains nous le disent, et que son dessein secret, ce soit d'envahir toute l'Europe, il ne pourrait pas y parvenir. Voilà, c'est pas possible. Mais je ne pense pas qu'il soit fou, et je ne pense pas que ce soit son dessein. Alors, par contre, ce qu'on voit, moi, ce que j'observe, alors peut-être il y aura des désaccords, c'est que tout ça se fait un peu au fil de l'eau aussi, en fait. Bon. Et que, quoi qu'on dise,
alors j'entendais un monsieur qui commande beaucoup l'actualité russe, qui est un ancien officier de renseignement suisse, que vous connaissez sans doute ceux qui suivent un peu, là, monsieur Beau, qui dit des choses intéressantes souvent, et qui disait ah mais non, mais l'objectif de la Russie, c'est pas d'envahir toute l'Ukraine, c'est uniquement de protéger le Donbass, ses populations. Bon. Alors moi je pense que oui, bien sûr, mais non. En fait, je pense qu'il y a d'autres buts. Et que ces buts, je dirais, l'appétit vient en mangeant, quelque part. Alors on l'a vu en fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a vu, donc on a repoussé les Allemands, et puis après on a poursuivi avec l'accord des Américains et des Anglais d'ailleurs, mais on a étendu la frontière stratégique de l'URSS jusqu'à Berlin. Bon, alors il y avait l'accord des Alliés, mais néanmoins, on l'a fait. Et puis après, il y a eu la volonté de sécuriser tout ça, et d'éventuellement aussi d'imposer un ordre soviétique dans ces pays qui n'en voulaient pas, d'organiser des coups d'État communistes, enfin, on connaît la suite. Alors, est-ce que Poutine veut toute l'Ukraine? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il y a quand même, on peut peut-être esquisser l'idée qu'il y a des seins géoéconomiques. C'est ma thèse, moi, hein, que bon, finalement, on pousse dans les régions minières, énergétiques, on prend le contrôle des nœuds logistiques. Mariupol, c'est un nœud logistique très important pour l'exportation des céréales. On prend le contrôle aussi des zones de terre noire, des côtes de la mer Noire. Tout ça, il y a quand même, disons, une idée que si la Russie pouvait contrôler les céréales, l'industrie, enfin les moyens, l'essentiel des moyens industriels de l'Ukraine qui sont concentrés à l'est du pays, et puis pourquoi pas aussi les ports et la mer Noire, ce serait très bien. Voilà. Et que ça ne sera pas peut-être fait avec l'idée d'une campagne pour conquérir, etc. Ça peut se faire si on voit que c'est faisable, en disant par exemple, bah, tiens, la Transnistrie, on a vu là, récemment, il y a 2-3 jours, les autorités de Transnistrie tout d'un coup se manifester et dire nous sommes opprimés, nous voulons... bon. Alors, c'est pas la première fois que la Transnistrie appelle Moscou au secours, ça fait à peu près 32 ans que ça dure. Hein. Donc en 92 déjà, on avait ça, etc. Mais là, ils sont arrivés, enfin c'est arrivé à un moment bien précis de la guerre, où on peut se dire que peut-être si les moyens militaires sont là, si la conquête ou la prise de ces territoires n'est pas trop complexe, on peut imaginer qu'il y ait quelque part une volonté de ça. Mais je pense que la guerre a été suffisamment difficile pendant ces 2 années pour que ça enlève toute espèce d'impérialisme délirant qui irait jusqu'à prendre les pays baltes, la Pologne, c'est n'importe quoi. Quand on voit la difficulté que ça a été de résister à cette... enfin, de avancer dans de pénétrer en Ukraine, j'imagine pas que ce soit... Enfin, qu'aucun dirigeant russe raisonnable ait des plans sur la comète pour aller conquérir la France. Je pense qu'on peut dormir sur nos 2 oreilles. Bon, voilà. Donc j'espère vous avoir rassuré. Merci. Guillaume. Question d'une internaute. Que sait-on de l'opinion réelle de la population russe sur la guerre actuelle? Ah ben, on sait des choses. Alors, je pense qu'il y a aussi des gens qui seraient plus qualifiés que moi pour en parler. Ce serait bien que tu en parles. Mais moi, je vais juste citer un sondage qui a été fait par un institut qui s'appelle Russian Field, qui est sorti il y a à peu près 10 jours, je crois. Je vais être très simple. Donc, il y a un soutien à cette opération, une majorité assez large, mais en même temps, une demande de paix, c'est-à-dire, soutenez-vous l'opération? Oui. Considérez-vous que la paix doit intervenir le plus vite possible? Oui, très largement. Et je pense que ces 2 réponses, alors encore une fois, on va dire que c'est contradictoire. Non, je pense que ça décrit bien l'état de l'opinion. C'est-à-dire, on soutient cette guerre parce qu'on soutient, on va dire, l'argumentation qui en est faite, surtout depuis les sanctions occidentales qui ont été perçues en Russie comme une espèce d'hostilité à l'égard du peuple et non pas à l'égard seulement des dirigeants. Donc ça, c'était une erreur
majeur des Occidentaux de penser que les sanctions allaient retourner la population contre le pouvoir. C'est exactement l'inverse qui s'est produit. Mais en même temps, on n'a pas envie de cette guerre parce qu'elle se déroule aux frontières, parce qu'il y a des enfants, des jeunes gens qui meurent, et parce que c'est une guerre qui est menée en Ukraine contre des Ukrainiens qui ne sont pas des ennemis. Voilà. Donc c'est une guerre qui est menée contre des ennemis qui sont derrière ceux qu'on est en train de tuer. Et je pense que ça pose un problème pour beaucoup de gens. Je dirais même pour l'immense majorité des gens. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, Natalia, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Je pense que globalement, voilà, ça s'arrête, mais pas à n'importe quelle condition. Voilà, pas la capitulation. Non, bien sûr, pas du tout. Oui, d'ailleurs, le sondage le dit. Oui. Il ne voulait pas la guerre, mais aujourd'hui, il n'accepterait pas la capitulation et la reddition. Pas la capitulation, pas la reddition, pas rendre les territoires. Pas rendre les territoires, non. voilà. Mais si ça s'arrêtait demain, ce serait plébiscité. Voilà. Donc, boulevard pour une paix éventuelle, pour négocier une paix éventuelle, à des conditions... voilà. Si par exemple Poutine décidait de négocier une paix tout de suite, bon, alors il faudrait qu'il puisse trouver un partenaire avec qui négocier, parce que Zelensky ne peut pas négocier, parce qu'il a pris un décret présidentiel pour interdire toute négociation avec la Russie. Donc, il s'est un peu, comme on dit, coupé lui-même d'un instrument politique dans cette guerre. Oui, dans votre livre, vous décrivez 4 Russies. Et alors, la Russie des métropoles, dont vous avez parlé, la Russie des villes moyennes, la Russie des campagnes et la Russie des périphéries. Et vous dites à un certain moment que ces 4 Russies réagissent différemment par rapport à la guerre actuelle. Oui, alors, c'est pas moi qui ai inventé les 4 Russies, c'est Madame Zubarevitch dont je parlais tout à l'heure. Hein. Moi, j'ai aussi fait je me suis un peu inspiré, j'ai un peu, fait une petite adaptation personnelle, mais effectivement, elle voit 4 Russies, la Russie des grandes villes, des métropoles, la Russie des plus, hein, la Russie des villes moyennes et des villes industrielles en crise depuis la chute de l'URSS, on peut dire, la Russie des campagnes et des petites villes. Alors, la première Russie métropolitaine, c'est 20-25%, ensuite les villes moyennes, 25%, et campagne, petite ville, c'est 40%, dit-elle. Moi, j'ai appelé ça la Russie déclassée. C'est la partie de la société russe qui a subi le plus fort déclassement après la chute de l'URSS. Et puis la Russie, ce qu'elle appelle l'étranger intérieur. J'aime beaucoup cette expression. C'est-à-dire l'étranger intérieur, c'est la Russie des périphéries, mais des périphéries non russes. Hein, donc peuplées de minorités, on va dire, hein, ethniques et confessionnelles. Alors effectivement, bon, elles ont un comportement... ces 4 Russies se distinguent par des tas de critères sociaux, démographiques, etc. La Russie numéro 2 et numéro 3 sont les plus vieilles, les plus vieillissantes, etc. La Russie numéro 4 est la plus jeune, la plus dynamique démographiquement. La Russie numéro 1 est la plus riche. Voilà. Bon, bref, il y a toute une série de caractéristiques politiques aussi qui sont liées à ça. Avec ce qui est intéressant, c'est que plus on est... plus on descend dans le bas de l'échelle sociale en termes de revenus en Russie, plus on vote. Voilà, c'est exactement l'inverse de la France, de ce point de vue-là. Bon, c'est très global ce que je dis, mais c'est vrai. Donc, face à la guerre, je pense qu'effectivement, côté de la Russie périphérique, des républiques non russes notamment, c'est une Russie qui donne, dans laquelle on va beaucoup puiser les appelés. Enfin, on va beaucoup susciter, on va beaucoup enrouler. Alors, il y a pas mal de reportages sur la Bouriatie, sur la Yakoutie, sur le Daghestan. On avait vu des vidéos qui circulaient à un moment. Au début de la guerre, il y avait un village au Daghestan où il y avait des gens qui passaient pour recruter des jeunes hommes pour aller à la guerre. Et il y a dans un village, vous voyez un monsieur qui disait à une femme qui ne voulait pas que son fils s'en aille. Mais non, mais c'est pas pour se faire tuer, c'est pour lui donner un avenir. De toute façon, d'avenir, il n'y en a pas, ni ici, ni là-bas, ni nulle part. Bon. Donc, en fait, effectivement, il y a un rapport à la guerre très, très différent. Si les gens les plus hostiles à la guerre, voire des gens qui ont pris le parti de l'Ukraine, parce que l'Ukraine est le pays envahi, bon, c'est
petite minorité en Russie quand même, hein, il faut le dire. Ils existent, ces gens-là, ils sont vraiment très localisés géographiquement à Moscou, Saint-Pétersbourg et quelques grandes villes. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai appelé autrefois dans un article qui m'avait valu la détestation de certains collègues, les Moscow-bourgeois. Alors, ce que j'appelle les Moscow-bourgeois, c'est l'espèce de bourgeoisie un peu bobo, hyper occidentalisée, pro-occidentale des grandes villes. Alors, qu'on connaît bien parce que ils sont les plus proches, enfin, je dirais, liés aussi professionnellement aux pays occidentaux, mais ils ne représentent pas une force très grande, ni politique, ni sociale. Et néanmoins, ils existent. Voilà. Et alors là, ils sont vraiment dans le collimateur du pouvoir en ce moment, entre la loi sur les agents étrangers, entre les répressions judiciaires. C'est vraiment, c'est pas un bon moment pour eux. Mais c'est vrai que si on se promène dans les plus petites villes, on va avoir peut-être un réflexe légitimiste beaucoup plus important. Et moi, j'avais observé, pas en direct parce que j'étais pas sur place, mais j'avais vu pas mal de vidéos qui circulaient sur la mobilisation et sur les volontaires, le recrutement des volontaires pour aller à la guerre, qui a quand même été assez nombreux, dans des villes moyennes, petites villes de Russie, d'Oural, dans la région de Tatarstan, dans la région de Perm. Voilà. J'ai des amis. J'avais été frappé par le discours de gens apparemment comme ça, là, qui récitaient quand même complètement ce qu'on leur disait à la télé. Quoi. Ça fonctionne à fond. Enfin, ce patriotisme officiel marche très très bien avec une certaine catégorie de cette Russie numéro 2, les moyennes, et numéro 3, campagne et petites villes. On voit moins ça dans les grandes villes. Voilà. Beaucoup moins. Parce que une proportion plus importante de gens qui ne marchent pas, qui ont du mal à marcher. Alors même s'ils soutiennent, ils vont dire qu'ils soutiennent l'opération spéciale, mais sans plus, quoi. Voilà, Alors effectivement, il y a une opinion en Russie qui est diverse et qui est nuancée. Mais côté occidental, le danger, c'est de voir, c'est d'imaginer qu'il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. En fait, c'est pas comme ça que ça se prend. Enfin, on peut pas prendre ce clivage-là. Ce clivage-là, c'est 90%, enfin 80% et 20%, on va dire peut-être. Bon. Et encore, c'est même pas sûr. C'est pas un bon clivage, je dirais. Je dirais le clivage, ce serait entre les gens qui sont dans l'adhésion au point de tenir un discours extrêmement pro-guerre, et les autres. Et là, on a une statistique à mon avis très différente. Alors, j'ai pas fait d'études locales, mais je pense que les gens qui tiennent un discours extrêmement pro-guerre, je sais pas, moi je les mettrais pas à plus de 20% de la population. Voilà. Donc la plupart des gens, on observe ça avec à la fois crainte, espérance et pas beaucoup de... Enfin, comment dire, en se disant que de toute façon il faudra payer tout ça, payer économiquement. Et ce sera cher. Alain, dans le logiciel impérial russe, quelle est la place de l'Église orthodoxe? Ah ben, ça c'est une très bonne question. Et on me l'a posé hier. Quel est le niveau de pratique religieuse effective? Ah oui, alors ça. J'ai répondu en disant que la question religieuse était pour moi la boîte noire de ma connaissance de la Russie. C'est vraiment un domaine dans lequel j'ai vraiment peu de compétences et je reconnais volontiers que c'est un tort. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je m'intéresse. C'est pas que ça m'intéresse pas. Voilà, c'est comme ça. C'est pas dans mon champ de vision. Alors, il y a beaucoup de discours, des ecclésiastiques prennent beaucoup la parole sur la guerre, pour, contre, certains, avec quelques risques. Ils sont très présents aussi dans la communication militaire. Je dirais, par exemple, si on regarde des vidéos de ce qui se passe, arrivée, circulation de troupes, bataillons qui arrivent, ceux qui s'en vont, etc., en ce moment, il y a pas mal de choses qui se passent à Belgorod, dans la région de Belgorod. Il y a toujours bénédiction, messe,
présence de quelques popes, voire plus dans la hiérarchie. Présent, prière, etc. Bon, il y a une présence. Bon. Ensuite, il y a effectivement des prises de position politiques de la part du clergé, et notamment du patriarche, pour soutenir l'opération. Un aspect intéressant de la religion, ça a été le moment où, et je pense que c'est un aspect très... J'ai aucune compétence pour vous en parler, donc mais je signale juste que quand même, pendant cette guerre, s'est déroulé un quasi-schisme, en fait, puisque une partie de l'Église ukrainienne a été, disons, séparée du patriarcat de Moscou, on peut dire ça comme ça, et il s'est produit en Ukraine des mobilisations pour essayer de défendre les églises, mais voilà, le pouvoir politique a jeté l'anathème sur l'église ukrainienne qui était rattachée au patriarcat de Moscou. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qui s'est produit pendant la guerre. Et quelle est la place de la religion, enfin, quelle est l'influence de la religion ou des autorités religieuses sur le discours politique ou sur Poutine lui-même? C'est une question que, je sais pas, tout le monde pose, ou à chaque fois me pose, et je ne peux pas dire. Poutine se dit croyant, on le voit tenir des cierges dans les églises, en oraison parfois pour Pâques, voilà. Donc il donne les signes extérieurs d'être un croyant pratiquant, comme, je dirais, une grande majorité de l'élite dirigeante depuis 30 ans, et comme pas mal de gens en Russie. Bon. Qu'est-ce qu'être pratiquant dans l'église orthodoxe? J'en sais rien, à vrai dire. Est-ce que c'est... baptiser ses enfants, alors là, bon, la totalité ou presque des gens maintenant baptisent leurs enfants, me semble-t-il, enfin des orthodoxes en tout cas. Est-ce que c'est se marier à l'église? Bon, bah, là, il y a pas mal de mariages religieux aussi. Est-ce que c'est une pratique religieuse qui consiste à fréquenter les lieux de culte de manière intense ou de manière régulière? Alors, il y a là une différence notable, c'est que je trouve qu'en Russie, les gens entrent beaucoup, ils sortent dans les églises, passent, allument un cierge. Il n'y a pas cette idée de la messe dominicale, par exemple. Elle existe, mais il n'y a pas cette tradition française ou occidentale qui se perd beaucoup, mais de la messe dominicale, de la sortie dominicale pour la messe. Ça, c'est un indice de pratique pour les sociologues des religions. En Russie, c'est plus difficile à capter parce que bon, les gens entrent et sortent dans les églises. Alors, la plupart des gens se disent croyants quand même dans les sondages. Voilà. J'en dirai pas plus parce que pas beaucoup de lumière sur la question. Oui, une deuxième question. Ah oui, sur la Biélorussie. Sur la Biélorussie. La Biélorussie. Voilà, encore une question sur laquelle je n'ai pas beaucoup de compétences, désolé. Je suis désolé. Non, parce que l'Ukraine, on voit bien la place qu'elle occupe pour la Russie. La Biélorussie, c'est moins évident de l'occidentaux, en tout cas. Alors, la Biélorussie, elle occupe une place importante pour la Russie. C'est un enjeu très important. C'est-à-dire que s'il y avait une révolution anti-russe en Biélorussie, bon, d'ailleurs, il a failli y avoir, enfin, il y a eu des tas de tentatives. C'est très très mal vu à Moscou. La Biélorussie est une pièce maîtresse du dispositif de défense. Oui, il suffit de regarder. Donc, ce serait encore plus, je dirais, encore plus dangereux. Enfin, je pense que le basculement de la Biélorussie à l'ouest, ce serait, alors là pour le coup, un casus belli ouvert, encore plus que l'Ukraine peut-être même. Après, la Biélorussie, bon, elle est dirigée, elle a un régime politique très spécifique, très particulier, une société très intéressante et très particulière aussi, et puis elle occupe une place géopolitique aussi sui generis, je dirais. Il n'y a pas d'équivalent. Donc elle est vraiment, pour moi, elle est, je dirais, peut-être l'allié le plus... c'est un allié extrêmement important pour la Russie. Ouais. Alors, après, quel est l'avenir de la Biélorussie? Je ne connais pas la Biélorussie. En fait, je suis allé, mais il y a tellement longtemps. Je suis passé plein de fois, parce que je suis allé en voiture beaucoup en Russie, mais j'ai traversé la Biélorussie, qui est très belle, mais je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas aller plus loin dans l'analyse. Je connais bien le Caucase du Sud, le Kazakhstan, tout ça, mais la Biélorussie, malheureusement, non. Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait donc ce contraste, ce paradoxe d'un État autoritaire mais faible, et je me demande quand même si
Alors les causes, il n'y a pas une malchance de la Russie, qui a une série de dirigeants quand même extrêmement médiocres. On pense à Nicolas II ou à Staline dans un tout autre genre, même Gorbatchev, Yeltsin, et aujourd'hui Poutine qui a l'air de... Alors je ne sais pas si... Il fait une guerre qui paraît absurde, parce que son but, visiblement, quand on voit la carte, on ne vous l'avez pas montré, mais on voit bien qu'il y a une espèce de gros ventre ukrainien qui entre très profondément en Russie, et que si des missiles sont installés à Kharkov, il n'y a plus pratiquement de défense possible de Moscou. Donc on peut comprendre, mais pourquoi est-ce qu'il est allé se bloquer devant ces tranchées, ces défenses très fortifiées que l'Ukraine avait mis à l'Est? Pourquoi est-ce qu'en 2014, il n'a pas sécurisé la mer d'Azov, Mariupol lui tendait les bras? Pourquoi il s'est arrêté? Il y a quand même 15 000 morts à l'époque. Pourquoi il s'est arrêté là? Il y a beaucoup de gens qui le poussaient pour y aller en 2014. Quel est le ressort? Est-ce que c'est une sottise qu'il a été dupe, comme on le dit, de Hollande à l'époque? Est-ce que c'est un manque de génie stratégique? Il y a une sorte de médiocrité, il a des qualités de sans doute par ailleurs, mais une sorte de médiocrité de chef de guerre qui paraît assez... Ou est-ce que c'est les généraux russes qui sont aussi nuls qu'ils ont toujours été? Nuls, ils ont quand même battu les Allemands, quand même. Oui, ça fait un million de morts. Alors, la médiocrité des dirigeants russes, oui, peut-être. Bon, moi, je me prononcerai pas là-dessus parce que je verrai pas dans... Enfin, je verrais pas mal de médiocrité chez d'autres dirigeants dans d'autres pays aussi. Bon. C'est moins grave parce que tout ne repose pas sur les dirigeants. Ah, quand même. Pas mal de choses. Précisément sur 2014, effectivement, au moment où la Crimée a été, on va dire, saisie par la Russie, je dirais ça comme ça, beaucoup me disent mais pourquoi on n'a pas déclenché une opération plus importante et sécurisée, entre guillemets, c'est-à-dire pris le Donbass. Alors, surtout la rive de la mer d'Azov. Parce que c'est la volonté de ne pas faire entrer les troupes russes, de ne pas faire passer des frontières à des troupes russes. Parce que la Crimée, il ne faut pas oublier que juridiquement, c'était un territoire qui a d'abord déclaré son indépendance, et puis ensuite, il y a eu un référendum de rattachement à la Russie, et hop, tout d'un coup, on a vu sortir de terre, si je veux dire, des militaires russes, mais qui étaient sur place. Ils étaient à Sébastopol, hein, il y avait une base russe. Non, mais il n'y a pas eu de... Enfin, comment dire? Du point de vue juridique, il n'y a pas eu d'invasion, puisqu'ils sont en quelque sorte sortis de terre. C'était très difficile de faire sortir de terre 50 000 bons hommes à Donetsk à l'époque. Hein. C'était très difficile. Il y a eu un mouvement... Oui, mais Mariupol, pas toute la région, le Donbass, Lugansk, c'était même au-delà. Il y a eu des mouvements. Des gens qui ont appelé, qui sont descendus dans la rue. Bon. Mais il fallait, à ce moment-là, envoyer des troupes, des chars, il fallait sortir. Et donc c'était inenvisageable pour Poutine, puisque l'idée, c'était de réagir, en fait, de venir protéger une population qui s'était déclarée indépendante et qui avait demandé son rattachement à la Russie. Bon. Alors, médiocrité, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de très important pour comprendre la logique de l'action de Poutine, c'est le légalisme. Et voilà, je crois qu'il est trop juridique, parce que pour un chef... Voilà, c'est un juriste, hein, c'est un KGB. Il y a un juridisme extraordinaire, oui. Extraordinaire, je ne sais pas, mais en tout cas, il est très légaliste. Voilà, donc il ne voulait pas apparaître comme étant un envahisseur. Bon, après, en 2022, il assume. Mais entre 2014-2022, il se passe les accords de Minsk non respectés. Et puis, ce qu'ils considèrent comme une trahison occidentale, puisque les Occidentaux n'ont jamais vraiment, été derrière pour appuyer. Hollande s'est vanté de l'avoir trompé. Il a eu oui, alors Hollande et Merkel se sont vantés de l'avoir trompé, mais après, donc on se demande pourquoi ils... Enfin bref. Alors, médiocrité, j'en sais rien. En tout cas, ça lui est reproché par des turbo-patriotes qui disent qu'il aurait fallu tout de suite... envahir l'Ukraine, vont jusqu'à Kiev. Alors, il y a des gens, les plateaux télé sont pleins de gens comme ça, sur Salaviov, etc. On entend des trucs absolument hallucinants. Voilà. En 2014, paraît-il qu'il n'était absolument pas prêt, à affronter les sanctions, ni militairement, ni économiquement, parce que depuis, ils se sont préparés, ils se sont beaucoup... Oui, mais de l'autre côté, ils se sont beaucoup renforcés aussi. Aussi, non, mais c'est... Voilà. Mais apparemment, en 2014, l'argument poussé souvent qu'il n'était absolument pas prêt, que ça a été brièvement envisagé, mais qu'ils se sont dit qu'avec les sanctions qui vont frapper l'économie russe, ça va être très très difficile. D'accord, c'est la raison économique. C'est la raison qui est souvent... Et je pense que c'est tout à fait ça. Hein. Je pense. Et
Entre 2014 et 2000. Les systèmes de paiement, parce qu'ils ont développé beaucoup de choses. Entre 2014 et 2018, j'ai essayé de synthétiser ça dans un chapitre qui s'appelle La puissance résiliente ou quelque chose comme ça. Il y a une véritable politique de préparation et de contre-sanctions et de préparation aux futures sanctions qui est menée de manière extrêmement efficace, relativement efficace, enfin même assez efficace. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Alors, une ultime question, parce que l'heure s'avance. Olivier, s'il te plaît. Oui, alors, je voulais vous interroger sur les aspects de continuité. Vous avez insisté au départ sur la continuité du logiciel russe. Ça nous interroge parce qu'en réalité, entre la Russie des Tsars, l'Empire russe, avec un ressort qui est très ancien régime, quelque part, pour caricaturer l'intervention qui a duré 500 ans. Le système soviétique avait un autre ressort, au départ au moins, qui était la constitution d'un système qui prônait la révolution mondiale, qui était une base destinée à s'étendre, etc. Et jusque d'ailleurs pendant la guerre froide, le Vietnam, les Vietnams, comme disait Che Guevara, qui ont été constitués. Aujourd'hui, la Russie semble être quand même assez différente dans son ressort idéologique, en tout cas le pouvoir russe. La Russie, c'est le pouvoir russe. Comment vous définiriez le ressort idéologique du nouveau pouvoir? Est-ce que quelque part, on pourrait dire qu'il y a eu l'ancien régime, il y a eu le communisme, le système soviétique, et maintenant il y a le nationalisme? Non. Moi, je dirais qu'il y a eu des moments pragmatiques et des moments... Enfin, il y a eu trois types de moments. Des moments favorables, pragmatiques, des moments défavorables où il faut faire face à une hostilité extérieure, et des moments assez rares, mais qui restent beaucoup en mémoire, de messianisme idéologique, soit religieux à l'époque de l'Empire de Russie, soit politique à l'époque des bolcheviks. Alors la révolution mondiale, ça n'a pas duré très longtemps. Je pense que dès le milieu des années 20, c'est un peu plié la révolution mondiale. Donc quand même, il y a encore l'université communiste, il y a des réseaux, le Comintern, etc. Mais bon, en 1931, c'est la proclamation du socialisme dans un seul pays par Staline. Donc la révolution mondiale, elle est un peu pliée. On a compris qu'il fallait d'abord construire les bases de la puissance soviétique. D'ailleurs, je pense que là, la base matérielle et technique, comme disait Lénine, du système soviétique, c'est vraiment Staline qui l'a posé. Et je pense que l'énergie, l'industrie, le réseau énergétique, enfin, toute l'industrie défense, enfin, bref. Donc le messianisme idéologique, c'est quelques parenthèses. Et effectivement, c'est des parenthèses dont on a en mémoire parce qu'elles sont très fortes et elles servent ensuite. Alors effectivement, l'expansion soviétique dans le tiers-monde dans les années 70, c'est alors là la guerre froide par proxy, comme on dit aujourd'hui, avec des effets d'opportunité. Tiens, les Occidentaux sont en difficulté, enfin les Portugais lâchent leurs colonies, c'est la débâcle, il y a peut-être un truc à faire. Si on envoyait quelques KGBistes parlant portugais, voilà, pour aller voir ce qui se passe, peut-être des armes les guérillas, il faut vendre nos kalachnikovs, il faut faire des devises, on peut peut-être un peu les aider, envoyer des coopérants, ça ne mange pas de pain. Et puis ça dame le pion à l'Occident. Est-ce qu'il y avait une véritable volonté à l'époque Brejnev de subvertir le tiers-monde et de répandre le système communiste à travers le monde par le tiers-monde? Bon, ça c'était peut-être dans les revues vous voyez, intellectuelles du parti. Je pense pas. Je pense que là, on était vraiment dans le pragmatisme, un moment favorable. Donc là, on peut tirer parti de la faiblesse de l'adversaire. C'est exactement ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, en fait, en Afrique francophone notamment, où la Russie surfe sur le retrait de la France et puis le déclin de l'influence française. C'est pas seulement un retrait de la France, c'est aussi un déclin économique et puis aussi un échec politique de la France. Donc là, il voit bien que les Français, avec toutes les opérations Barkhane et autres, n'ont pas réussi à sécuriser leur accès aux ressources au Niger et autres. Il y a un truc à prendre, on y va, hop, c'est un effet d'opportunité. C'est ce que j'appelle le pragmatisme dans des temps favorables.
Il peut y avoir un pragmatisme en étant défavorable aussi, donc le revers, et puis les moments idéologiques. Alors aujourd'hui, le pouvoir russe a un discours idéologique parfois, conservateur, un peu comme ça. Alors il y a le patriotisme et un certain nationalisme, entre guillemets. Est-ce qu'il y a vraiment un conservatisme, une volonté idéologique de servir de modèle idéologique aujourd'hui, par exemple à l'Europe? Moi, je pense qu'on surfe peut-être sur l'idée que, en tenant un discours conservateur, on va plaire ou séduire un certain électorat en Europe de l'Ouest en particulier, aux États-Unis, qui est plutôt contre le système, donc les Trumpistes, enfin les galaxies, disons, populistes pour faire simple en Europe de l'Ouest. C'est tout. Je pense. Moi, je vois pas du tout de messianisme de ce conservatisme-là. D'abord parce que la Russie, la société russe n'est pas une société conservatrice, je dirais, en fait. Enfin, moi, c'est pas mon impression. C'est pas mon sentiment. Je dirais qu'elle est peut-être même moins conservatrice que la société polonaise, par exemple, en fait, au sens familialiste, etc. Bon, bref. Bon, je peux me tromper, mais j'ai vraiment pas cette impression. Je dirais même qu'elle est peut-être même plus quelque sorte moins idéologique, conservatrice idéologique. Bon. Et d'autre part, ce discours, on a bien vu, là, il y a eu un débat sur l'avortement en Russie, là. Enfin un débat à la Douma, etc. On a vu certaines positions très radicales anti-avortement, toujours les mêmes députés, très très à droite, on va dire. Et puis Poutine qui se pose à la fin en centriste en disant oui, bon, c'est bien, moi je suis pour la morale religieuse, mais on ne peut pas se situer donc, dans un extrémisme. Et donc il prend sa place habituelle de remettre au centre un certain nombre de questions. Donc créer des débats pour ensuite se replacer au centre. Moi je pense que ce conservatisme russe, c'est pas qu'il est insincère, je pense qu'il est tout à fait sincère, mais il est aussi très instrumental. Et c'est pas véritablement quelque chose de fondamental dans la stratégie. L'idéologie n'est pas c'est pas le point fort du logiciel impérial russe. C'est mon idée, je pense qu'il y a des gens qui seraient en très grand désaccord avec moi, je suis tout à fait d'accord pour discuter, mais sur le long terme, on voit qu'il y a des moments idéologiques, mais qu'en fait, le fond de l'affaire n'est pas du tout idéologique, et qu'il y a plutôt un grand pragmatisme, et moi je vois Poutine comme quelqu'un de beaucoup plus pragmatique qu'idéologue. En tout cas, ça c'est certain. Maintenant, il y a des moments où on peut faire usage de l'idéologie. Quelqu'un qui était peut-être plus idéologue que Poutine, c'est Gorbatchev, en fait, je dirais. Plus intimement persuadé, d'avoir des convictions comme ça, politiques, des idées politiques fortes qu'il porte. Il était beaucoup moins pragmatique que ses successeurs. Bon, Yeltsin, alors là, on était effectivement c'était pas les hauts faits de l'histoire de la Russie. Bon, voilà. Bon, je ne dirais pas qu'il était médiocre, c'est un homme qui a eu des... Mais bon... Il était catastrophique. Comment ? Il était catastrophique. Par moments, il était catastrophique, et puis surtout, c'était une période très, très, très difficile. N'importe qui aurait eu du mal, quand même, je pense. Oui, et puis personne n'a été. Non. Chers amis, il va falloir... Merci à vous. Priant de revenir pour le livre qu'il est en train déjà de préparer. Oui, j'en prépare deux, mais oui, merci. Merci beaucoup, merci de votre accueil.